Donc, dans notre Mince sa vie sans tabou. Et aujourd'hui, on va parler devant des épreuves difficiles. Comment est-ce que ou comment est-ce que j'ai réagi? Donc, as-tu déjà eu à faire face à des épreuves difficiles de la vie? As-tu déjà eu à faire face à des épreuves difficiles? Des deuils, séparations, maladies, perte d'emploi, maladie de quelqu'un qu'on connaît de proche. Est-ce que tu as déjà eu à faire face à des épreuves difficiles et comment est-ce que tu as réagi ou si tu fais face à une épreuve difficile en ce moment, c'est quoi ta réaction face à ça? Est-ce que ça devient stressant tellement que ça en devient paralysant? Est-ce qu'on a tendance à s'oublier, se mettre de côté? Est-ce qu'on a tendance à se perdre dans certaines choses, que ce soit de la bouffe, que ce soit le travail, l'entraînement, ou substance quelconque aussi. Allô Diane, comment vas-tu? Caro, tu m'écoutes comme un podcast? Ah ben ça c'est cool, c'est le fun ça. Caro, tu dis ben oui, toutes ces réponses, hein? Et devant ces épreuves-là, des épreuves dures, difficiles, ça t'a amené à recommencer à fumer. Puis ça, c'est quelque chose aussi, hein, c'est tu sais, déjà fumer, c'est une action qu'on pose pour prendre du temps pour soi. Des fois, moi, j'ai réalisé que fumer nous oblige à avoir un temps d'arrêt, puis tu sais, un temps où est-ce qu'on, OK, là, je sors dehors, puis, tu sais, je m'évade un peu, le temps d'une cigarette. Je m'évade le temps d'une cigarette et je crois que ça vient d'un besoin valide qui est de prendre le temps pour, ou juste de décanter ou de s'offrir une pause, hein. Tu sais, de décanter puis de s'offrir une pause puis il y a un changement. Des fois, c'est juste changer d'air. Et les pauses cigarettes, je pense qu'ils amènent ça. Ça répond à ce besoin-là. De dire, OK, parce qu'en temps normal, j'aurais comme trop de misère à juste m'accorder du temps de même pour changer d'air. Là, j'ai quelque chose à faire. Tu sais, ça me donne l'opportunité de le faire, tandis que, ben, si je fume pas, je vais pas m'accorder cette opportunité-là, là. Tu sais? Fait qu'effectivement, devant des moments stressants, on peut avoir des comportements comme ça qui ressortent d'aussi, tu sais, d'hyperphagie, manger en soirée, quand t'es tout seul avec tes pensées. Tu sais, quand on vit des choses, des épreuves difficiles, qu'on soit proche aidant, on a un enfant malade ou nous-mêmes, ou quelqu'un de proche malade, mauvaises nouvelles, des pertes d'emploi. Le jour où on est en action, tu sais, on passe à l'action, on peut être en train d'aider quelqu'un, ou prendre soin de quelqu'un, ou prendre soin de soi-même, ou les rendez-vous à droite, à gauche. Le soir, c'est plus tranquille. Puis des fois, c'est ça, hein, on a comme pas le goût d'être laissé avec nous-mêmes. Puis des fois, des comportements comme ça, où on s'évade un peu, on s'offre un peu une évasion à travers un comportement, mais aussi, on peut s'offrir un peu de réconfort à travers certains de ces comportements-là. Ça fait que les épreuves difficiles peuvent faire ressortir des comportements qu'on pensait avoir peut-être des fois mis de côté. Et, tout d'un coup, parce que justement, on est dans une épreuve stressante, une épreuve difficile, on a de la difficulté à gagner en perspective. Souvent, ça va être ce qu'on connaît déjà qui va ressortir, tu sais.
OK, ça, je sais, ça fonctionne, je l'ai fait, tu sais, je sais que le temps d'une hyperphagie, d'un moment où je mange beaucoup, là, je fuis. Ça m'apaise, puis je fuis, puis je pense pas à ça. Fait que ça m'offre aussi, tu sais, un petit peu de positif dans, des fois, des moments qui sont moins le fun de notre vie. Parce que c'est tellement un réflexe fort, que c'est vrai que ça peut revenir facile, là. Puis c'est dur, puis tu sais, ça c'est quelque chose, je pense que faut le normaliser. Même au maintien, tu vis quelque chose de difficile, tu te bats contre toi-même pour pas retomber dans tes vieux réflexes, là. Tu sais, puis je veux dire, ça fait partie de certains enjeux pour certaines personnes, dont nous. Puis il y a d'autres enjeux pour d'autres personnes quand il faut. Tu sais, moi, je connais quelqu'un, là, quand il est stressé, puis moi, je suis un peu comme ça, je me mets du pain sur la planche. Je travaille. Je décolle plus. Tu sais, comme, je travaille, je me crée du travail, tu sais, là. Si je suis stressée, là, ma façon à moi d'éviter, c'est de travailler énormément puis de m'investir là-dedans pour pas avoir à penser. Mais tu sais, le soir arrive pareil, puis à un moment donné, il faut que tu fasses une transition entre être en train de rouler à 110 puis te préparer à te coucher. Puis ça, là, des fois, tu sais, quelqu'un qui est vite, là, ou tu sais, qui est occupé pendant la journée, puis quand ça frappe, cette transition-là, puis t'as pas le goût, souvent, les comportements ressortent là. Tu sais, la transition, là, frappe, là, où est-ce que tu peux pas t'évader, ou tu peux pas te fondre dans des tâches, ou dans des choses à faire, ou tu sais. Puis là, ça t'oblige à faire face. Il y a des gens, par exemple, aussi, qui ont le « j'y fais face » facile. Il y a des gens qui vont éviter, qui vont essayer de s'éloigner, de émotivement couper. Il y a des gens qui vont émotivement se couper d'une situation. Moi aussi, j'étais un peu comme ça aussi en passant. Émotivement, j'ai tendance à « wow ». Et là, on y va avec la logique. Et il y a des gens qui font face, puis qui ont moins de difficulté à faire face à des moments comme ça. Ève, la dépression, tu te plonges dans la bouffe. Puis ça, ben, on le sait. Avec la dépression vient beaucoup, souvent, va venir avec de l'anxiété, des moments anxiogènes, justement. Un besoin de décrocher. Et un besoin de s'accrocher. Tu sais, dans la dépression, il y a des hormones assez fortes, hein, qui travaillent, puis il y a des débalancements chimiques qui sont réels, là. Et on a cette propension-là à avoir le décrochage facile. Ça, c'est de trop. Tu sais, un laisser-aller comme... Et aussi, la chimie du cerveau nous amène souvent à s'accrocher à des choses qui nous amènent un peu, tu sais, de soulagement, de plaisir. Le cerveau cherche, là, veut avoir cette réaction-là chimique du plaisir rapide. Fait que, effectivement, dans des moments où on est dépressif, au niveau de la chimie du cerveau, on est beaucoup plus sujet à s'accrocher à des comportements qu'on ne voudrait pas s'accrocher en temps normal, mais qui nous apportent un plaisir rapide. On cherche l'évacuation, l'évitement souvent. Je dis pas que c'est tout le monde là, de même en passant, je veux pas généraliser, mais la chimie du cerveau marche comme elle marche. Ça. Je dis pas que tout le monde c'est pareil, mais il y a une bonne partie des gens qui vont vivre ça un peu comme ça, de par juste la chimie du cerveau. Caro, tu dis, fumer t'a donné l'impression de mettre un plaster temporaire, oui, tu sais, un pansement temporaire, descendre les épaules de 4 pieds temporairement. Ouais, même si ça arrange rien. Il y a des moments aussi plus propices.
pour arrêter un comportement. Il y a des moments plus propices, tu sais. Et c'est sûr et certain, puis tu sais, je vais le dire de même, mais arrêter un comportement au mois de février puis au mois de mars, c'est pas toujours évident. Parce qu'on est un tout petit peu encore, on est encore un peu encabané, et la dépression saisonnière est encore un peu là. Ça va être de moins en moins le cas avec le changement d'heure, tout ça, là, on va voir un peu plus, tu sais, on va gagner un peu plus en perspective. Puis je dis pas que c'est pareil pour tout le monde, mais à ce temps-ci de l'année, souvent de garder nos acquis, d'essayer de garder nos bonnes habitudes, ça peut être aussi un grand succès. Versus essayer d'arrêter, tu sais, certains comportements. Puis, encore une fois, le succès est dans l'évolution, hein? Le bonheur se trouve dans l'évolution. On veut pas régresser, puis on veut pas non plus on veut pas stagner. Mais, tu sais, si on prend ça en considération, tu sais, moi, je dis pas que rien est OK ou pas OK. J'ai aucun mot à dire là-dessus. Je veux dire, aucun mot à dire là-dessus, mais je comprends. Je peux comprendre, définitivement. Diane, tu dis à la mort de ta maman, tu as eu beaucoup de difficultés depuis la voir. Et ça fait 26 ans cette année. Mes condoléances. Et oui, effectivement, hein, quand on a une relation, tu sais, moi j'ai encore ma maman, j'ai perdu mon papa. Et des fois, on a des relations, tu sais, avec un de nos parents qui est plutôt fusionnel, tu sais, ou qui est on est très près de nos parents. Puis effectivement, ça peut, je sais que ma mère a perdu sa mère il y a un bout de ça, là. Bon, je pense que ça vient de faire 42 ans. Et c'est un deuil qu'on a tous ressenti, même si j'avais comme j'avais 10 mois, quelque chose comme ça, 9 mois. Mais en tant qu'enfant, j'ai ressenti la peine de ma mère, de ne plus avoir sa mère. Hein. Et pour ma mère, je pense que, là, écoute, je suis là dans les aveux, là, mais elle s'est beaucoup plongée dans s'occuper de ses enfants. Beaucoup, beaucoup. Faire de l'artisanat, elle faisait, tu sais, s'occuper de nous autres, là, puis se donner, là, tu sais. Puis, ouais. Fait que, tu sais, des fois, on a des trucs qui nous aident à passer à travers des moments difficiles. Mais est-ce qu'il y en a ici qui ont de la difficulté à faire face? Qui sont fortes ou forts dans des moments de stress? Tu sais, là, hey, moi, là, je le prends sur moi, on avance pareil. On dirait que c'est comme si le courage et l'énergie te sortent dans des moments où tu te dis tabarouette, tu sais, ça surprend. Y en a-tu qui sont comme ça? Qui ont une résilience incroyable en moments de stress fort, dans des deuils, quand justement tu accompagnes quelqu'un à la mort. Tu sais, là, puis là, tu sens quasiment que tu as un super pouvoir d'être forte, puis de foncer, puis de voir le positif, puis y en a-tu qui ont déjà vécu ça? Tu sais, on fonce dedans, on reste positif, on n'a pas le choix, tu sais. Et on se dit, tabarouette, d'où ça sort, cette force-là? Je sais pas, mais pas le choix. Là, il faut que je fasse ça. Ça vous est déjà arrivé de vivre ça? Moi, je trouve ça intéressant, ce principe-là, là. Je trouve ça intéressant, ce changement-là, d'un fois, tu sais, on a de la peine, on broie du noir un peu, tout ça, puis là, tout d'un coup, paf! Non, là, c'est assez. On a un genre de second souffle assez puissant. Avez-vous déjà vécu ça? Je trouve ça intéressant. Joanne, tu dis, tu manges, puis tu baisses dans ton estime de toi. Fait que quand tu as un moment stressant, tu manges. Puis là, tu n'es plus fier de toi. Puis je pense que on est énormément de gens ici qui
qui se retrouve dans ton commentaire, dans ce que tu viens d'écrire. Il y a comme... Puis, tu sais, Caro, tu dis, je pense que j'ai fait une crise d'hyperphagie hier. Puis ça, d'ailleurs, si on pense souffrir d'un trouble alimentaire comme ça, un ANEB, A-N-E-B, ANEB, ça peut être une bonne ressource, un bon départ pour aller voir s'il n'y a pas anguille sous roche avec un trouble alimentaire. Mais Karine, tu dis pareil pour toi, hein, quand tu manges, tu gères souvent le stress ou les crises ou les événements, les événements intenses en mangeant. Et je pense qu'on est une bonne majorité ici à faire comme « Oh que oui, je sais exactement ce que tu veux dire. » Parce qu'effectivement, le garde-manger, il est très accessible. Il est très accessible dans des moments où on est émotivement, on a de la difficulté à voir clair. Et je vais vous raconter je l'ai déjà dit, puis ça, je l'ai dit en salle, je l'ai sorti souvent. Ça fait peut-être une couple d'années que je l'ai pas raconté, ça fait qu'il y en a peut-être qui ont jamais entendu ça, mais quand j'étais conférencière, moi, j'ai passé à travers un divorce qui était horrible. Horrible. Et à chaque fois, un père qui a abandonné ses enfants, mais qui faisait tout pour, qui était jaloux, qui était, tu sais, bref, il voulait plus, tu sais, on voit un peu là. Et qui faisait tout pour me rendre la vie tough. Et tout se passait en cours parce que il y avait pas de communication possible. Il y avait rien de productif qui se passait au niveau des échanges, là. Ça fait que ça passait tout par la cour, c'était dispendieux, c'était les montagnes russes, et c'était souvent une genre de forme de contrôle ou d'abus, parce que, tu sais, je peux te faire des vacheries, tu sais. Et on parlait à travers nos avocats, puis à chaque fois que je raccrochais avec mon avocat, et que je me disais, ça n'a pas de maudit bon sens. Tu sais, je pensais que tu sais, quand tu penses que le plafond tombe, là, tu dis, ça se peut pas, je connais pas cette personne-là, il peut pas faire ça à nos enfants, T'as l'impression que tout te tombe sur les épaules. J'ouvrais mon garde-manger. Je le faisais par réflexe. Je déteste le sucre, là, j'avais envie de biscuits. Je déteste la crème glacée, j'aime pas rien qui est trop froid non plus, d'autant plus que rien qui est sucré. Ça fait que là, j'avais le goût d'aller me chercher une crème glacée. Ça fait que premier réflexe, à chaque fois que je raccrochais avec mon avocat, puis que je me disais, ça n'a pas de bon sens, puis je me sentais dépassée, puis comment je vais m'en sortir de ça? Tu sais, je voyais pas d'issue. Mon premier réflexe, c'était quand même, là, puis c'était deux portes accordéon, pas accordéon, mais je sais pas comment t'appelles ça, là, en V, schlac, de garde-robe, comme, paf, là, j'ouvrais ça, là, ça s'ouvrait. Et ça m'est arrivé de manger, parce que j'avais pas rien pour tomber dans le panneau, hein, manger des croûtons à salade, gang. Puis à un moment donné, j'étais en train de manger mes croûtons de salade, qui sont pas bons. Puis je me dis, hey, il gagne encore plus, lui-là. Cette situation-là, il réussit à faire ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire m'atteindre. Puis là, j'y donne raison. Et c'est là que je me suis dit, non, là, il faut que je reprenne un contrôle. Il va pas bousiller, tu sais, comment je me vois face à moi parce que je mangeais, puis là, je baissais dans mon estime de moi, comme on a dit tantôt, comme on a parlé. Puis là, je me disais, non, il peut m'affecter à plusieurs niveaux, OK? Mais
m'affectait avec ma relation avec moi-même, dans ma relation avec moi-même, ça, c'est non. Et j'ai vu ça quasiment comme... C'était intense, ce sentiment-là, de dire, là, j'y donne pas plus de pouvoir. Il y a des situations, des fois, où on est en conflit avec des gens, ou des trucs comme ça. Puis ouais, on va avoir tendance à se faire du mal. Hein? Il y a une phrase qui est dite. Je vais essayer d'y penser pendant que je parle. Mais bref, je me suis fait une pancarte et je l'ai mis dans mon garde-manger. Pas une pancarte, mais il y a une feuille, là. Je me suis fait une feuille, là. Et j'avais mis des phrases. À partir de là, c'est toi qui décides. Hein? Son pouvoir s'arrête ici. Des phrases punch, là. Puis des fois, j'en avais une, je me disais, ah, tabarouette, c'est une belle phrase. Ah ouais, je sortais une autre feuille, puis j'écrivais ça, puis je collais ça. Et ça me faisait un arrêt d'agir. Parce qu'effectivement, le réflexe est là. C'est accessible et on l'a fait. Puis dans un moment où tu te sens dans un tourbillon d'émotions ou de stress, ouais, le réflexe va revenir. Maintenant, c'est à nous aussi de se dire, OK, wow, jusqu'où est-ce que je laisse, jusqu'où est-ce que je veux laisser ça m'affecter? Tu sais, c'est une réflexion qu'on doit avoir. Puis, on va te dire, les stress, les situations changent, mais les stress reviennent dans la vie. Tu sais, on va toujours, je veux dire, on se le souhaite pas, mais on va avoir à faire face à des situations difficiles. Tout le monde ici. On a eu à faire face. Peut-être qu'en ce moment, on fait face, mais on va aussi d'autant plus avoir à faire face. Je pense que c'est important de se pardonner, d'avoir le réflexe, de ne pas se sentir ébranlé, d'avoir le réflexe de dire « Ah, ça serait bon ». Pendant justement toutes les procédures de séparation puis de divorce, puis finalement quand il a été signé, mais je raccrochais, puis là j'étais avec mon conjoint maintenant, puis je lui disais, je sais que c'est con là, mais je mangerai un biscuit là, j'ai pas faim. Juste le fait de le sortir, de le dire, des fois je l'écrivais, je le sais que c'est con, j'ai pas faim. Je mangerais un biscuit, mais il gagnerait, ou la situation gagnerait sur moi, mais ou ça empirerait la situation, ou ça l'abîmerait mon estime de moi, ou ma relation que j'ai avec moi-même. Des fois, juste de l'écrire. Parce que ça veut pas dire qu'on va être prêt avec une pancarte dans le garde-manger quand un stress va arriver, tu sais. Mais il y a quelque chose qu'on peut faire, par exemple, c'est prendre un papier, n'importe lequel, un crayon, puis d'écrire. Puis ça, souvent, là, ça nous libère plus que le fait de manger. Souvent. Il y a aussi, quand on se sent stressé, on peut sentir aussi que tout est de trop. Tu sais, quand on fait face à des épreuves difficiles, on peut sentir que tout est de trop, là. Fait que j'ai comme pas le temps de remplir mon journal. J'ai pas le temps de faire ma planif. Puis moi, j'ai senti là, ça longtemps. Hey, j'ai pas le temps de faire ça. J'ai déjà de la misère à arriver. Imagine s'il faut en plus que je prenne du temps pour écrire mon journal puis faire ma planification alimentaire. Maintenant, c'était hyper contre-intuitif de dire « Hey, j'ai pas le temps, mais je vais en prendre. » Jusqu'au moment où je réalise que, pour l'avoir fait, je me suis dit, je vais l'essayer une couple de fois, tu sais. Qu'en bout de ligne, j'économisais du temps en faisant une planif, puis de l'argent. Je gaspillais moins. J'étais plus intentionnelle dans l'alimentation de la semaine.
J'étais plus au courant des portions, de ce qu'il y avait dans le frigo, tu sais, là. J'étais au-dessus des affaires. Au lieu de subir, qu'est-ce qu'on mange, tu sais, se nourrir, déjà se nourrir 6 fois dans la journée, puis aussi nourrir des petites bouches ou d'autres bouches, des plus grandes bouches. C'est une job, là. Il y en a qui disent que c'est une job à temps plein. C'est une job. Ça fait que d'avoir cette conscience-là, puis ce sentiment-là, d'être au-dessus. Ma semaine est tough. J'ai des rendez-vous où je dois prendre soin de quelqu'un, ou tu sais, où je suis stressée, le travail, c'est incroyable. Bon. Ça va-tu être plus facile si j'ai pas de plan au niveau alimentaire, puis que je me pose constamment la question, qu'est-ce qu'on va manger? Puis à un moment donné, j'ai comme réalisé ça, que c'était plus facile de le faire que pas le faire. Puis ça c'est mon côté analytique, là. En analysant, je me disais, tabarouette, tu sais, le temps que je perds à me poser la question, à devoir aller à l'épicerie, hop, il me manque un ingrédient, devoir retourner à l'épicerie, quand t'es toute décousue de même, versus avoir ce sentiment-là, d'avoir le dessus sur quelque chose, surtout quand tu sens que tout défile puis que tu manques de contrôle. Là, personnellement, c'est là que j'ai commencé à me servir de ma PME presque comme une thérapie, tu sais. Je vais faire ma planification, ça va me donner, justement, je vais avoir le dessus sur la semaine qui s'en vient, je vais économiser du temps. J'avais l'impression vraiment de reprendre le contrôle dans des moments, justement, la COVID qui est arrivée, quand la COVID a commencé, puis que, écoute, ni queue ni tête, on n'a aucune idée de ce qui se passe. M'a dire, la PME, là, m'a gardé, en bon français, groundé. Ou est-ce que, écoute, il peut bien se passer ce qui se passe, moi, tant aussi longtemps que, tu sais, je sais que c'est qu'on mange, je fais mes petites affaires, je fais ma petite routine, tu sais, je continue mes tâches, tu sais, je débarque pas de ça. Ça me donnait une direction dans un moment où on en manquait. Puis là, je sors des exemples, tu sais, séparation, divorce, etc., des gros changements de vie, COVID. Mais, des fois, ça peut être, tu sais, rénovation de cuisine. Ça peut être une séparation, ça peut être prendre soin d'un parent ou une maladie en quelque part, où nous, on tombe malade aussi. Ça peut être plein d'épreuves. Puis, c'est facile. Je veux dire, on est dans un moment de vie qui est tellement propice d'en perdre les pieds puis d'être étourdi. Pourquoi pas s'offrir un peu de stabilité puis de contrôle dans des moments où souvent on a l'impression qu'on perd le contrôle. Quand tu as un diagnostic de cancer, là, tu as tout sauf le contrôle. Tu as aussi à faire face avec un corps que tu as l'impression qu'il t'a trahi. Tu as un invité étranger en dedans de toi et tu as beaucoup de questions, puis les réponses arrivent pas vite. Il y a souvent de l'attente. Il y en a des moments où tabarouette, c'est pas facile, hein? Tu as l'impression que tu n'as plus le contrôle sur ton corps, ni sur ton futur. De faire des plans à long terme ou à court terme, oublie ça. Qu'est-ce qu'on fait en vacances? Oublie ça. On dirait, tu sais, je parle du cancer, ça peut être d'autres maladies, là, où tu as besoin des traitements immédiats, puis qu'il y a une prise en charge, et surtout d'attendre ces traitements-là, puis d'attendre les résultats après, puis quelqu'un qui passe à travers ça, ou qui passe à travers un mari, un conjoint, une mère, un père qui vit un cancer, tu mets ta vie un peu en suspens, mais une chose, c'est que tu sens que tu n'as pas le contrôle. Il y a une perte de contrôle, puis une perte de confiance un peu dans notre corps. L'impression qu'il marche tout croche un peu. Et puis je dis pas que c'est pour tout le monde pareil, OK? Je dis pas que c'est tout le monde pareil, mais
en parlant, moi, j'ai jamais eu le cancer. Je bois. Mais en parlant, puis en le vivant avec mes parents aussi, puis en parlant avec beaucoup de gens autour, c'est ce que j'ai remarqué fort. Cette perte de contrôle-là, même sur ce que tu as un mot à dire sur comment tu vas passer ton été, comment tu vas, tu sais, les fêtes, ça va avoir l'air de quoi? On dérobe un peu. On peut vivre ça aussi si quelqu'un perd son emploi, tu sais, hey, comment on va faire? Oublie les vacances, oublie ça, oublie... On dirait que le dessin, tu sais, la vie vient, le destin vient d'être dessiné, puis c'est comme pas notre dessin, là, puis c'est pas ce qu'on veut. On s'est fait imposer, là. Et ce que je trouve à travers ça d'extrêmement puissant, c'est notre capacité de reprendre le contrôle dans des gestes très simples. De reprendre le contrôle à travers planifier notre alimentation, des petites tâches pour prendre soin de nous, d'écrire notre journal. Et c'est des gestes qui sont simples, mais c'est des gestes qui nous ramènent, qui nous obligent à nous ramener à nous-mêmes. On reprend notre pouvoir puis notre contrôle quand on sent qu'on nous l'a dérobé. Puis ça, là, c'est puissant comme message. Dans des épreuves qui sont difficiles, c'est important de se traiter avec bienveillance. C'est important d'aussi de reprendre notre pouvoir. Parce que oui, on peut laisser la vie nous bardasser puis nous faire bondir d'un bord puis de l'autre. Ou on peut dire, hey, moi j'ai un mot à dire sur cette journée-ci là, qui s'en vient. Je vais cultiver de la santé, je vais cultiver du positif, je vais cultiver de la fierté, puis je sais comment le faire. Fait que des fois, je sais, c'est contre-intuitif parce qu'on veut, des fois, on veut juste s'évader un peu. Quand on vit des épreuves difficiles, on veut s'évader, on veut un peu fuir de ça. Des fois, on veut même traiter son corps tout croche parce qu'on sent qu'il nous traite tout croche. Il y a des phases à travers ça. Mais c'est important de revenir au fait que, oui, on a le droit d'avoir des réactions face à des épreuves qui sont difficiles. Effectivement, là, on a le droit d'avoir ces réactions-là. On a le droit d'avoir nos sentiments aussi, puis de les vivre, ces émotions-là, puis ces sentiments-là. C'est important de ne pas se perdre là-dedans, par exemple. C'est important de reprendre le contrôle. Parce qu'un coup qu'on se perd, c'est tough. Fait que c'est important de juste rester groundé avec des choses qui sont faciles. Tu sais, je parlais justement de la mère à ma mère qui est décédée quand j'étais tout jeune. Et moi, j'ai connu mon arrière-grand-mère, donc sa mère à elle, plus longtemps que ma grand-mère. Et ma mère avait demandé à sa mère, comment tu fais? Tu as perdu ton enfant, comment tu fais pour vivre ça? Tu viens d'enterrer ta fille. Elle dit, je me garde occupée. Je me tiens occupée. Elle fait ses choses, elle avait son jardin, elle faisait une soupe à chaque jour, semaine, bref, elle avait toujours une soupe sur le feu, elle faisait son propre pain, tu sais, elle se gardait occupée dans juste, tu sais, son train-train quotidien. Elle allait chercher le réconfort avec, justement, avec cette bienveillance-là envers elle. Je vais me faire une belle soupe aux légumes, je vais me faire un bon pain, tu sais, je vais continuer, je vais aller voir mes fleurs, ça me fait du bien, mais tu sais, fait que c'était beau à voir en même temps qu'à travers cette perte de contrôle-là, il y avait une reprise de contrôle. Fait que, hey, gang, merci infiniment d'être venu vous ouvrir, hein. C'est pas évident d'être vulnérable comme ça. Puis c'est la raison pour laquelle je partage beaucoup de ma vulnérabilité avec vous, parce que c'est un échange. Vous êtes vulnérable avec moi, et vice-versa.
C'est un échange, puis c'est un lieu ici, c'est un lieu sécuritaire. C'est l'endroit où le faire, justement, sans jugement, puis avec la plus grande des compréhensions puis des compassions à travers ça. Donc, gang, merci de votre vulnérabilité. Ça a été un super beau sans tabou. C'est pas facile comme sujet, mais c'est un beau sans tabou. Hein? Donc, je vous souhaite de juste cultiver votre fierté, de prendre le contrôle puis le pouvoir de votre fierté, de votre journée. Puis c'est là que le bonheur réside. C'est là que la guérison aussi réside. Hein? Donc, je vous embrasse fort et je vous revois très, très bientôt. Avec grand plaisir, tout le monde. On se revoit bientôt. Bye bye!